Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Mathieu Gallet. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis votre hôte. Et cette fois, je suis avec mon collègue Mathieu Gallet. Salut Mathieu. Salut Stéphane. Pour parler d'un film qui s'appelle Way of the Gun, The Way of the Gun en anglais. Way of the Gun en français, de Christopher McQuarrie. Alors, on va pitcher le film, parce que c'est un film un petit peu à tiroir, quoi. Oui. Alors, donc, Way of the Gun prend pour protagonistes principaux Parker et Longbow, deux petits criminels qui vivotent d'arnaques diverses et qui, en fait, en allant donner leur sperme pour se faire un peu de pognon, entendent un réceptionniste de la clinique parler d'un riche type de la région qui paye une mère porteuse $1 million pour avoir son enfant, alors même que lui et sa femme sont parfaitement fertiles. Et du coup, nos deux criminels décident donc d'aller kidnapper la jeune mère porteuse en question pour ensuite donc demander rançon. Et là où le plan qu'ils pensaient bien huilé part un peu en cacahuète, c'est que le type en question est en fait un blanchi de l'argent pour des criminels assez puissants du coin et que donc il ne veut pas payer la rançon. Et donc il va faire appel à un type qui est chargé de régler ses affaires, Joe Sarno, pour donc aller essayer de négocier et démêler un peu la situation. Et sur ça vont se rajouter diverses complications, notamment liées à les différentes factions en place qui chacune ont leur motivation. Il y a différentes relations, voilà. Donc, et ça devient une espèce de jeu du chat et de la souris où chacun va se croiser et se poursuivre jusqu'à un final explosif. Un final, qui est, moi je trouve le gros sel du film, hein, on va le dire, hein, c'est-à-dire la fusillade finale à la Butch et Cassidy, quoi. Tout à fait. Alors, Butch et Cassidy, d'ailleurs, qui est une référence du film, puisque Parker et Longbow sont les vrais noms des personnages. Voilà, de Butch Cassidy et du Sundance Kid. C'est une référence avouée. Tout à fait. Alors, Christopher McQuarrie, c'est son premier long métrage, mais par contre, c'est pas un newbie, hein, c'est-à-dire qu'en gros, un newbie, j'ai croisé les deux, là, newbie et noob. C'est pas un noob, en fait, puisqu'il a eu l'Oscar du meilleur scénariste. Tout à fait, 5 ans auparavant, il est couronné de l'Oscar du meilleur scénario pour donc Usual Suspects, que tout le monde connaît, qui était seulement son deuxième scénario porté à l'écran, puisqu'avant ça il avait juste fait Public Access déjà avec Bryan Singer. Et donc au sortir de cet Oscar, on pourrait penser que les portes d'Hollywood lui sont ouvertes, mais en fait il ne signe rien de porté à l'écran pendant 5 ans jusqu'à donc cette première mise en scène. Parce qu'il dit lui-même en fait qu'il n'avait pas envie de faire les films des autres. Tout ce qu'on lui proposait c'était de faire des scénarios pour d'autres films, et lui n'avait pas envie de faire ça. Et donc il aura porté ce projet pendant entre ces 5 ans, donc il finit par porter ce projet de faire un polar. Il avoue lui-même d'ailleurs qu'il était assez résistant à l'idée de refaire un polar tout de suite après Usual Suspects, mais que c'était Benicio del Toro en fait, donc qui est un des interprètes du film, qui joue Longbow, lui a dit mais si tu fais un polar, t'auras les coups des franches, on te foutra la paix, donc vas-y quoi. Et donc c'est ce qu'il a fait. C'est ce pourquoi t'es connu en gros, quoi. Voilà, c'est ça. Benicio del Toro qui était déjà de toute façon dans Usual Suspects. Voilà, qui jouait Fenster dans Usual Suspects. Ouais. Donc alors bon, le truc qui est intéressant avec Way of the Gun, faut le dire, hein, c'est qu'il y a une espèce d'écriture très polar papier, quoi, en fait, c'est-à-dire vraiment film noir, tu vois, enfin roman de gare et tout ça, etc. Et bon, je sais pas, en fait, est-ce qu'on attaque un peu le truc? C'est plutôt un bon film, hein. Oui. Faut être honnête, quoi. Ça passe plutôt bien le cap des années, en fait. Voilà, moi je dirais que mon souci principal, mais on va peut-être en discuter ensemble, quoi, c'est que ça fait partie de ces films qui sont trop écrits et pas assez réalisés. Voilà, c'est-à-dire que en fait on sent le bien faire en fait du scénariste, on sent que le type il connaît son métier, qu'il sait ce qu'il a raconté, on sent qu'il a plein de moments en fait où il veut vraiment faire des appelons ça des twists en fait, mais bon, c'est des retournements de situation, enfin c'est du plot, quoi, c'est du plotting. Alors justement lui dit qu'il ne voulait pas refaire un truc à la Usual Suspects avec un gros twist, et que donc en fait les révélations qui sont amenées dans le script sont plutôt d'ailleurs des révélations pour les personnages, ou des petits reveals, mais pas des gros twists en fait. Et il y en a même qui sont potentiellement laissés d'ailleurs à l'interprétation du spectateur.
Bah, il y a notamment le relationnel entre James Caan et Juliette Lewis, en fait, voilà, où c'est son père, où ils sont en fait, c'est sa fille. La mère porteuse, donc jouée par Juliette Lewis, c'est la fille du personnage de James Caan qui joue donc Joe Sarno, le bagman du riche type qui donc a la mère porteuse. Mais effectivement, c'est jamais dit en toutes lettres, en fait. Il parle du fait qu'il a une fille qui fait un truc pour lui, c'est en cours. Il y a un moment où les deux hommes de main, joués par Taye Diggs et Nicky Katt, parlent du fait que ah oui, mais attends, mais la fille, est-ce que ça serait pas? Mais c'est toujours laissé en suspens, en fait. Ils ne disent jamais. Et ça, c'est un truc d'ailleurs que dans le commentaire audio, Macquarie dit vouloir refuser. En fait, il voulait vraiment pas expliciter. C'est pareil, le fait que le personnage du médecin soit le fils en fait du riche, ça c'est un peu plus explicite, mais ça arrive. C'est dit, c'est clairement dit. Mais ça fait partie justement en fait des problématiques, parce qu'au cœur de cette histoire, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cet enjeu qui est presque ce MacGuffin en fait. C'est utilisé comme tel, quoi, qui est l'enfant, quoi. Et c'est-à-dire qu'en gros, tous les personnages ont automatiquement, de près ou de loin, une relation avec cet enfant. Juste parce que ce qu'ils ont vécu dans leur passif ou ce que qui leur renvoie en fait à cette situation là. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup c'est on va dire pourquoi je dis roman de gare, mais de qualité, c'est-à-dire en fait c'est-à-dire vraiment avec une approche psychologique sur les personnages qui est plutôt assez fouillée, quoi, qui fonctionne assez bien, quoi. Maintenant, moi, le problème que j'ai, c'est que c'est ultra plan-plan en termes de mise en scène, et notamment en fait pas forcément uniquement sur les scènes d'action, ce genre de choses, parce que il y en a une qui est plutôt pétaradante à la fin, qui est plutôt cool, quoi, mais qui reste un petit peu, je trouve, en surface en fait de ce que ça aurait pu être, quoi, en termes iconiques, quoi. Mais aussi par rapport à la façon en fait dont le bébé finalement est assez peu utilisé en termes symboliques. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. C'est-à-dire que t'as un joli moment en fait où ils ont la cassette vidéo de l'échographie, quoi. Ouais. Et en fait, effectivement, pour lui, en fait, pour Macquarie, ça lui suffit, on va dire, à mettre le truc en place, quoi. Sauf que ça aurait pu aller un peu plus loin. D'autant plus qu'en fait, c'est un moment qui donne quelque part à un peu le personnage de méchante du film, qui est le personnage de Christine Lehman, qui est donc la femme de Scott Wilson, donc le riche, et qui effectivement, voilà, c'est à elle qui donne ce moment-là. Il n'y a pas forcément effectivement, oui, le lien qu'il crée entre le bébé et notamment les personnages qui sont censés en être le plus proches, c'est-à-dire donc Juliette Lewis et le personnage du médecin joué par Dylan Kussman, qui est son père en fait, puisqu'on apprend un des twists du film. On spoil tout, hein, là, on est en plein dedans là. En même temps, non, faut le préciser parce que c'est un film qui est un petit peu. Alors le film a 20 ans effectivement, mais il est un petit peu disparu des radars, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, même Macquarie aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est dans la place hollywoodienne parce qu'il fait tous les Missions Impossibles. Il est le scénariste attitré de Tom Cruise, hein. Il est même au générique de Top Gun, le Maverick, enfin ce genre de choses, quoi. Donc il est vraiment en fait sur tous les points. Il a remplacé en gros Robert Town, hein, qu'il a été pendant une période. Qu'il a été pendant une période, c'est-à-dire ce scénariste attitré. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un petit peu disparu des radars. Déjà, il a mis 5 ans, comme tu l'as dit, entre Usual Suspects et Way of the Gun. Et puis il a mis encore quelques années derrière pour refaire autre chose, quoi. Oui, il aura eu. Alors en tant que réalisateur, il aura mis 12 ans à refaire un film, puisque entre Way of the Gun et il fait Jack Reacher après. Voilà, donc vous aviez déjà parlé fait un épisode. Et même en tant que scénariste, je crois que après Way of the Gun, le premier truc sur lequel il se retrouve crédité, alors officiellement, c'est Valkyrie. Oui, c'est ça. À nouveau avec Bryan Singer. En fait, c'est vrai que c'est quelqu'un dont la carrière s'est vraiment construite autour de deux figures principales qui sont Bryan Singer à la réalisation et Tom Cruise comme acteur, quoi. Il a vraiment. Et producteur. Oui, aussi, mais il leur donne vraiment sa carrière. Après, il a fait des trucs non crédités. Je crois qu'il avait réécrit X-Men par exemple, mais il n'est pas crédité au générique. Oui, c'est de toute façon, en fait, ça fait partie des choses sur lesquelles il le disait lui-même, justement, entre Usual Suspect et Way of the Gun, c'est que quand on lui demandait de faire les films des autres, c'est qu'il a eu à un moment donné un gros job de script doctor en fait sur tous ces films. Les deux films sortent la même année d'ailleurs, parce que X-Men et Way of the Gun sortent la même année. C'est ça. Et donc Way of the Gun, bon, précisons, voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas un film qui est facile à trouver, hein. Il est pas sur Netflix à tirer l'arigot, il y a pas de Blu-ray en France, je crois. Non, il y a un Blu-ray américain qui apparemment est d'ailleurs pas hyper bien coté, puisqu'ils ont un peu abusé du DNR, ce que j'ai vu. Moi j'ai ressorti mon vieux DVD Film Office. Ah ouais, donc ça date vraiment, c'est pour dire à quel que j'avais chopé en braderie, tu vois. Donc c'est pas. Voilà, c'est pas un film facile à voir, donc bon, comme c'est en préventif, mais en fait on a spoilé comme des cochons, mais bon, sachez que voilà, si vous voulez voir le film, il y a quand même quelques retournements de situation sympas, et voilà, donc on aurait peut-être dû préciser avant d'aller un peu comme des bourrins, quoi. Mais reprenons en fait. Donc voilà, il y a quand même cette idée, donc effectivement de comment dire. De revenir, je trouve, à quelque chose d'essentiel. Et ça ressemble beaucoup à ce que lui fait, en fait. C'est-à-dire, fondamentalement, ça pourrait être un film miroir, entre guillemets, avec Jack Reacher, sur pas mal de points. Il y a beaucoup de choses. Notamment, je pense que c'est...
le parallèle que je verrai avec Jack Reacher, parce que j'ai revu un peu de bout de Jack Reacher, et c'est cette volonté de surprendre en fait. C'est-à-dire qu'il le dit, s'il n'avait pas envie de faire un film qui ressemblait à ce qu'on voyait à l'époque. Et donc il y a une volonté de prendre le contre-pied en fait un peu des modes et à plein de niveaux en fait, donc autant dans l'écriture comme tu dis que dans le traitement des scènes d'action et de ce que tu peux attendre d'une scène d'action. Et je pense que notamment le truc le plus emblématique c'est la poursuite en voiture qui a au bout d'une 25 minutes de film quoi, et qui ressemble un peu à celle de Jack Reacher. Voilà, alors celle de Jack Reacher est peut-être un peu plus musclée, forcément il y a plus de mais budget, effectivement il y a plus de... tu retrouves dans celle de Jack Reacher ces petits moments de pause et de flottement qui pour le coup dans Way of the Gun sont au cœur de la construction de la scène, puisque c'est une scène de poursuite en fait qui se passe de manière très lente. En fait, où ils se poursuivent, mais ils sont vraiment à 2 à l'heure, voire même ils s'arrêtent et ils mettent le pied à terre en fait pour utiliser la couverture et tout. Donc voilà, c'est pas du tout le genre de poursuite très musclé où ça va vraiment faire des dérapages dans la ville avec des pneus qui crissent partout et tout. Non, c'est vraiment beaucoup plus posé, plus rythmé. Et apparemment, c'est une idée qui vient de Benicio del Toro. Tout à fait. C'est-à-dire, alors, parce que j'ai lu, je me suis un petit peu renseigné du coup sur le film en revenant, parce que moi, c'est un film que j'avais vu une fois à l'époque. Ouais. J'avais trouvé ça plutôt sympa, tu vois, mais j'avais vraiment jamais eu le besoin de le revoir parce que même si j'avais trouvé ça cool et plutôt, il manquait, on va dire, si tu veux, quelque chose de substantiel en termes de langage de cinéma pour moi, parce que c'est vraiment un film de scénariste, c'était un film de scénariste à mes yeux, comme un peu d'ailleurs, je trouve, même si c'est amélioré avec le temps, c'est un peu le cas de tous les autres films de Macquarie, je trouve toujours, mais par contre, en fait, ce truc-là, c'est une idée de Benicio del Toro qu'il a bien repris à son compte, puisque en gros, ça lui venait, je crois, si j'ai bien compris, de certains épisodes de Cops qu'il a pu voir, où il s'est dit, tiens, il y a des moments en fait dans Cops complètement, réalistes, quoi, c'est une série un peu télé-réalité, documentaire en fait. Voilà, précis, je sais pas si ça a jamais été diffusé en France. Non, on connaît parce qu'on a sur YouTube, on peut voir sur YouTube, et puis parce qu'il y a eu des héritages dans la pop culture, notamment le générique qui a été repris par Bad Boys. C'est ça, par Michael Bay. Mais le truc, c'est que ça a été parodié maintes fois. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Il y avait même, je crois, au tout début de la hype d'internet, t'avais un épisode de Star Wars, enfin une parodie de Star Wars par Cops, je crois, ou un truc comme ça. Il y avait un épisode d'X-Files, il y avait un épisode d'X-Files qui avait repris le principe aussi. Oui, voilà. Donc du coup, en fait, cette idée venait de là. Et effectivement, en fait, c'est plutôt une bonne idée, quoi, parce que c'est vraiment une façon de s'assurer que les poursuites, en fait, sont un petit peu différentes, avec en plus une façon, en fait, de décrire les personnages dans leur fonctionnement, si tu veux, qui est assez intéressante, parce que c'est pareil, en fait, ça a l'air d'être deux paumés, en fait. Alors, c'est Benicio del Toro et Ryan Phillippe, hein, en fait, les deux acteurs principaux. Moi, je trouve que le film pâtit un petit peu de son casting sur Ryan Phillippe. Je pense que c'est un des trucs. Ouais. C'est-à-dire que, alors c'est un petit budget, faut le préciser, quoi, c'est 10-12 millions, je crois, quelque chose comme ça, Way of the Gun, mais c'est un petit budget qui a réussi à se monter parce que justement à cette époque-là, t'avais quelqu'un comme Ryan Phillippe qui était l'acteur qui montait, quoi. Ouais, voilà, c'est ça que tout le monde essayait de caser dans ses gros films, quoi. Il avait notamment fait Souviens-toi l'été dernier, alors ce titre absolument incroyable en français de Sexe Intention, qui ne veut absolument rien dire, quoi. Donc Cruelle Intention en anglais, qui était une relecture jeuniste des Liaisons dangereuses, en fait. Voilà, il jouait l'équivalent de Valmont. Jeuniste de la fin des années 90, donc c'est dire si ça vieillit, quoi. Et en gros, pour lui, c'était un défi, Ryan Phillippe, c'est-à-dire que son idée, c'était de démontrer qu'il était un acteur qui pouvait jouer autre chose que ce genre de personnage-là, quoi. Et on va dire que oui, globalement, quelqu'un lui a fait confiance et l'a mis dans ce rôle-là, mais on va... c'est pas il a un peu de mal à y croire, en gros dur, quoi. Alors après, Macquarie dit que c'est lui qui a insisté pour avoir le rôle. Il n'en voulait pas, Macquarie. Macquarie avait un autre acteur en tête effectivement au départ, et d'ailleurs on sait qui c'est. Non, il le dit pas dans le commentaire audio, il précise pas. Il dit qu'il avait un autre acteur en tête, mais il dit pas qui c'est. Et Ryan Phillippe a insisté pour avoir le rôle, et quand Macquarie lui a demandé mais pourquoi tu veux faire ce film, tu sais, ça sera pas vu en fait, quoi. Il dit mais et Philippe lui a répondu bah oui, mais il y a plein de gens qui veulent faire de moi une star de cinéma, et moi je veux être acteur. Voilà. C'est ça. Bon, après voilà, donc le truc c'est que c'est laisser peu transformer, je trouve, parce qu'il y a aussi c'est pas qu'une question de crédibilité, mais c'est une question aussi de charisme. En fait, je pense que le gars a du mal à porter le truc sur les épaules, et je pense que ça fait partie aussi peut-être des raisons pour lesquelles peut-être le film ne reste pas aujourd'hui. Parce que bon, Ryan Phillippe, faut le dire, il a un petit peu disparu de la circulation aussi, quoi. Mais oui, la dernière fois dernièrement, il a fait une série qui reprenait le Shooter.
dont tu sais, le film avec Mark Wahlberg, donc c'est lui qui reprenait le rôle, quoi, qui s'est inspiré de ça. Mais oui, donc il a disparu de la circulation. Oui, c'est voilà, ce que je dis, voilà. Il est au cinéma, on le voit plus trop. En plus, bon, il fait même plus les potins puisqu'il est plus avec Reese Witherspoon depuis des années, puisqu'à l'époque c'était un peu le couple en vie aussi, quoi. Mais notamment, effectivement, moi en voyant le film, c'est vrai que ça me dit, t'as un peu de mal. Il a un peu de mal à s'imposer comme. Et puis surtout, notamment le choix de lui donner la voix off, en fait, puisque t'as une voix off qui ouvre le film et qui le termine. Qui est très roman de gare aussi, ça. Voilà, mais qu'effectivement, il a un peu de mal à donner le côté. Parce que c'est un texte qui est très. La lassitude, tu vois, le terme anglais world weary. Mais qui effectivement il a une voix et un ton qui transmettent pas trop ça, cette espèce de blasitude du monde, tu vois, de ces personnages un peu laissés pour compte et tout ça, quoi. Donc par contre, ce qui est intéressant, et ça se voyait pas trop à l'époque en fait, c'est que la façon dont ces deux personnages sont décrits, c'est qu'ils sont c'est pas que deux paumés, quoi, en fait. C'est des mecs qui savent. Enfin, tu sens en fait qu'ils ont un passif dans l'armée. Tu sens qu'ils ont un passif en fait parce qu'ils ont des fonctionnements tactiques, notamment qu'au moment où ils partent pour kidnapper, même si ça merde complètement et qu'ils y arrivent pas, parce qu'ils se retrouvent en face de grosses têtes de mules aussi. Mais le truc, c'est qu'il y a tout un fonctionnement tactique qui, pareil, encore une fois, je trouve, est une idée excellente qui vient, pareil, du roman de guerre. Tu sens que c'est des gars en fait qui sont rentrés au pays et qui ont rien d'autre à faire que d'aller, braquer des banques ou des petits 7-Eleven ou des trucs comme ça pour essayer de survivre, quoi. Qui est un trope d'ailleurs qu'on retrouve maintenant énormément, qui à l'époque n'était pas super répandu, mais que maintenant qui a été vraiment beaucoup repris, notamment par exemple tu vois, le remake du Convoyeur là, de Guy Ritchie qui est sorti l'année dernière, c'était totalement ça, quoi. Et effectivement, oui, le background des persos est d'ailleurs voilà, un peu esquissé, tu vois, là aussi dans le film, mais pareil, c'est un truc sur lequel il voulait pas s'apesantir parce que il disait who cares about background, quoi. Et notamment, donc oui, tu as cette scène où la scène de discussion entre James Caan et Benicio del Toro dans la petite cantina là, où tu sens qu'effectivement ils ont un peu le même passif, que peut-être potentiellement lui aussi a été bagman. Tu as une scène où Ryan Phillippe parle d'une exécution qu'il avait faite, où le mec s'est mis à prier avant qu'il le descende, et ça l'a beaucoup marqué, et il n'arrive plus depuis à dormir sans faire la même prière et tout ça. Mais voilà, effectivement ça reste assez évasif, et d'ailleurs c'est un truc dont Macquarie parle aussi dans le commentaire, c'est-à-dire qu'en fait il a beaucoup coupé de dialogue, il a filmé beaucoup plus de dialogue que ce qu'il y a dans le film au final. Il a vraiment tenu après au montage à épurer au maximum, et notamment tout ce qui devenait dès que ça devenait trop explicatif en fait, ou dès qu'on en apprenait trop sur les personnages et leurs passifs, il a vraiment fait sauter ça pour. Alors du coup il dit moi je voulais faire un film qui ne soit effectivement l'inverse de Usual Suspects, quoi, mais par contre du coup c'est vrai que c'est aride et très linéaire, quoi. Ouais, mais c'est plutôt le bon côté du film, quoi. C'est-à-dire que moi je dirais qu'il reste quand même encore beaucoup d'écriture dedans, parce que tu te retrouves avec beaucoup de personnages. Par exemple, t'as le personnage de Jeffrey Lewis qui, bon, moi je suis content parce que c'est Jeffrey Lewis, tu vois, ça fait plaisir de le voir, qui pour le coup ne joue pas le père de Juliette Lewis, mais même si c'est son père dans la vie, quoi. Mais c'est toujours sympa de l'avoir. Mais c'est pareil, c'est un personnage qui aurait pu totalement, disparaître, voire ne pas forcément avoir le background qu'il a, parce que la présentation du personnage, elle est un peu étonnante. Il est chez lui en train de mélanger des flingues dans un sac, et en fait, il fait un coup de roulette russe pour se foutre en l'air, quoi. Alors c'est une jolie scène, la scène après, plus tard, quand il se fait toucher, qu'il reste dans sa bagnole et tout, quoi. Mais c'est étonnant parce que tu te dis, bon bah tout ça, c'est des trucs en fait où tu sais que c'est des petits à côté d'écriture littéraire, tu vois, qui est plutôt intéressante, qui est plutôt, bah ouais, quand t'aimes ça, en fait, ça fonctionne, quoi. Mais en fait, c'est jamais totalement vendu par justement la linéarité du récit, ou même, l'efficacité de la mise en scène, parce que voilà, moi je mets un peu les pieds dans le plat là-dedans. En fait, mon problème en fait avec le film, et encore une fois c'était plutôt plaisant à revoir, quoi, c'est que on se retrouve en fait avec un film qui est censé convoquer le western, et qui le convoque quasiment jamais, si ce n'est en fait par du cosmétique. C'est-à-dire, en gros, t'as une superbe hacienda à la fin qui est assiégée, les mecs ils y vont au fusil à pompe. Moi j'attends que ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire d'un film comme ça, quoi. Et d'un côté, il y a un côté jouissif, dans l'écriture. Par exemple, il y a un petit moment assez surprenant en fait où t'as Ryan Phillippe qui se jette dans c'est au milieu c'est une fontaine, en fait, une petite fontaine vide, et en fait il pense qu'il va se planquer, en fait il va se mettre derrière à couverture, quoi, et en fait il tombe dans tout un tas de verres pilés, en fait, et du coup il se blesse de bouteilles, etc. Et c'est une super idée parce que c'est jamais amené. C'est juste en fait une surprise, comme lui en fait ça crée une surprise pour lui, quoi. Il y a un plan large quand il fait un plan large au moment où ils arrivent dans la scène, où tu vois effectivement, si tu regardes bien, tu vois qu'il y a des verres dans la c'est pas oui, non, c'est super, c'est un détail. Non, bien sûr, c'est complètement détail. Tu le sais, si tu sais ce qui se passe, tu peux le chercher, quoi. Mais là encore, je pense que c'est aussi c'est ce que tu disais ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'essayer de surprendre en permanence, quoi. C'est ça aussi, c'est effectivement ce genre de petit truc. Ou pareil, un peu plus tôt dans la scène, tu as ce moment où t'as un type qui essaie de les surprendre, en fait, un des porteurs
porte-flingue qui essaie de James Caan, qui essaie de les surprendre, et en fait le mec a le pied qui dépasse en fait, et du coup Benicio del Toro le repère, lui shoot le pied, donc le mec tombe et il le plombe derrière, quoi. Et je pense que moi le truc qui m'a un peu frappé en le revoyant, je pense que c'est aussi ce que tu dis par rapport à cette scène. Alors peut-être que c'est moi qui surinterprète aussi, mais comme effectivement il prend il a cette espèce de vision tactique en fait de l'action, puisque voilà, c'est vraiment mis comme ça, quoi. C'est pas des persos qui font des trucs, c'est pas une mise en scène opératique en fait, et on était un peu à cette époque-là dans le cinéma américain, puisque qui commençait à vraiment assimiler la vague hongkongaise et tout. Ils se mettaient vraiment à faire, voilà, depuis 4-5 ans, quoi, de reprendre un peu à leur compte ce style opératique, et lui il arrive avec ça. Alors il n'en parle jamais, donc je pense pas forcément que ce soit une influence, mais on peut retracer ça d'ailleurs aussi à ce qui commençait à être fait à l'époque dans le cinéma de Hong Kong, puisque moi je sais qu'à l'époque quand j'ai vu le film, ça m'a beaucoup évoqué ce que Johnny To avait fait dans The Mission en fait, où tu avais aussi vraiment ce genre de truc un peu très statique, où les personnages vraiment mettaient le temps, prenaient le temps de se mettre à couvert et tout ça, qui découlait aussi d'une série de films comme les Final Option. Mais bon, alors c'est des films qui se sont faits plus ou moins en même temps, hein, déjà, il faut préciser Mission, ça. Ensuite il y a une distinction, je trouve, en fait, vraiment, en fait, chez Johnny To en tout cas, et si tu penses par exemple à la scène du supermarché, enfin pas du supermarché mais du centre commercial, voilà, en fait dans cette scène là, en fait on sent aussi par contre que la mise en scène est extrêmement travaillée, c'est-à-dire le découpage et la façon dont les personnages sont spatialisés dans le cadre. Là c'est justement l'inverse. Pour moi le problème que j'ai en fait dans ce film là, c'est qu'à un moment donné quand ils sont en train de se tourner autour dans le couloir, tu comprends pas exactement le début de la scène, effectivement, est pas clair, voilà, et du coup il y a un vrai problème de spatialisation qui gâche un peu la fête, on va dire. Voilà, encore une fois, au-delà de l'aspect cosmétique, au-delà du fait que c'est des gars avec des fusils à pompe qui se tirent dessus, quoi, et des M16 et tout ça, donc ça c'est plutôt cool, mais voilà, c'est comment dire, ça fait partie des trucs. Et puis il me manque en fait cette on va dire cette iconisation qui est à la base, je pense, dans l'écriture volontaire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement à côté, on va travailler l'aridité des personnages, leur mélancolie, la façon dont ils peuvent être comment dire touchés par la vie. Mais en fait ça manque d'iconisation, et ça manque d'iconisation à la fois sur je sais pas le ventre tu vois de la mer, ça manque d'iconisation sur tous ces trucs là. Il y a tout un tas de moments, par exemple je trouve que le film passe beaucoup trop de temps dans la baraque des méchants, tu vois, si tu veux, en revoyant le film comme ça, et je me suis dit c'est assez marrant qu'il se pose des questions qui sont de toute évidence des questions écrites, c'est-à-dire sur le papier, c'est-à-dire les deux personnages sont en train de discuter, ils se font des messes basses, et en fait t'as un personnage qui arrive en arrière-plan et qui les écoute. Tu vois, et ça, en fait, tu vois, c'est un plan fixe, à peine cadré, c'est un peu bizarre, tu vois ce que je veux dire. Donc ça dure un peu. Et du coup, c'est dommage parce que je trouve que, en fait, tu sens que sur le papier c'était volontaire, mais tu sens qu'il n'avait pas encore le métier en tant que premier réalisateur sur un film en fait qu'il a fallu faire très vite, mine de rien, hein, parce que c'est aussi ça le problème. On peut pas lui enlever cette chose-là, quoi, en condition. Bah en fait tu sens que voilà il avait pas encore toutes ces questions, tu sens qu'il se les est posées, parce que lui-même en fait il le dit sur les Missions Impossibles après, c'est que quand il a décidé de faire Rogue Nation, je crois c'est ça, de ton premier, le 5e, et ensuite Fallout, il avait vraiment volontairement décidé de casser le style du film pour pas refaire le même film, etc. Donc c'est plutôt c'est quelqu'un qui se pose toutes ces questions là, mais à mon sens je pense qu'il avait pas tout à fait encore le métier pour totalement les mettre en place à cette époque là, quoi. C'est un truc d'ailleurs dont tu parles aussi dans le commentaire 2, puisque je pense que la scène dont tu parlais c'est celle avec le docteur et Scott Wilson, c'est ça Bah t'as ça par exemple, mais t'as aussi les deux porte-flingues qui sont à un moment donné en train de discuter de la situation. Alors à table, à table et sans révéler. Voilà, t'as un escalier qui est mis en place, parce que c'est une maison un peu design, tu vois, prout d'architecte, tu vois. Et en fait, si tu veux, en gros, t'as cet escalier où la nana apparaît derrière et elle les écoute. En fait, si tu veux, mais t'as jamais de gros plan sur elle, t'as jamais de sa réaction, t'as jamais rien. C'est totalement figuré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est presque même comment dire, c'est pas que c'est suggéré, mais c'est presque en fait voilà, c'est exactement comme si c'était sur le papier, il y a pas de point de vue. C'est très étonnant en fait. Il le dit d'ailleurs que par exemple il évoque ça, d'ailleurs il s'en cache pas dans le commentaire audio, d'avoir eu des hésitations à ce niveau-là, et notamment tu as la scène de dialogue entre donc Scott Wilson et le personnage le médecin qui en fait il avait à la base, il disait moi j'avais pris un axe en fait, quoi, et en fait c'est Scott Wilson qui m'a dit non mais fais le contre-champ, tu verras ça, et il dit oui il avait raison en fait, quoi. Et pareil pour la scène où il joue aux cartes, où Benicio del Toro et Ryan Phillippe jouent aux cartes avec Juliette Lewis, où il a dit moi ça a été un enfer à tourner, quoi, parce qu'il savait pas du tout, il arrivait pas du tout, et il avait du mal à conceptualiser en fait cette scène, parce que en plus pour lui c'est une scène clé du film en fait, qui en révèle beaucoup sur les thématiques, et il disait je remercie vraiment les acteurs parce que je m'en serais pas sorti sans eux, quoi. Et tu sens aussi l'hésitation parce qu'il parle d'un truc où il avait
il avait droit à, je crois, 5000 pieds de caméra de film par jour en fait à tourner. Et il y a une scène où il en a mis 27 000 en fait. Bah ça c'est la scène finale, c'est la scène d'action. Oui, mais ça à la limite, enfin, je veux dire, tu sens que la scène d'action finale, c'est la raison pour laquelle il voulait faire le film. Ouais. C'est assez évident en fait. Tu vois que là pour le coup, il rend hommage à un type de cinéma qui déjà dans les années 90 n'existait plus. Faut être honnête quoi. C'est aussi un peu ce qui a fait que le film sortait un petit peu du lot à l'époque où il est sorti. Il est sorti en 2000, c'est ça? 2000, ouais. Alors c'était septembre 2000 aux États-Unis et nous on l'a eu en fin d'année. En décembre, c'est ça quoi. Et du coup en fait, on était content de voir un truc comme ça, c'est-à-dire pour les vieux cinéphiles, on va dire. Mais en tout cas ceux qui parce que j'étais pas si vieux que ça à l'époque. Non plus, j'étais en première année. Oui, voilà. mais on connaissait ce cinéma-là, c'est-à-dire qu'on avait grandi un peu avec et tout quoi. C'est-à-dire ça convoque encore une fois, le western spaghetti, ça convoque tu vois le western à la Peckinpah, le truc un peu aride, le mal de vivre, tout ça. Donc en fait, en gros, t'avais tout ça, ça va en fait dans le spleen en fait qu'on a dans la fusillade à la fin quoi. Mais avec le métier en moins, c'est ça le problème. Il y a cette idée aussi de vieux monde en fait, parce que moi c'est une idée que j'aime bien, c'est le fait que les mecs qui se ramènent à la fin c'est tous des vieux en fait quoi. Quand James Caan arrive avec ses porte-flingues, c'est que des vieux gars un peu bedonnants et tout ça, et t'attends pas du tout ça quoi. Et prêt à mourir d'ailleurs. Oui, mais ce qui est en lien avec la scène de la mort de Geoffrey Lewis dont tu parlais plus tôt, qui là aussi est un truc qui va à contre-courant, où tu t'attends à cette scène de mort un peu émouvante où il va mourir, il va faire une dernière grande déclaration à son vieux pote et tout, et puis en fait il ferme une première fois les yeux et puis il rouvre les yeux, il fait tu peux te barrer en fait, j'aimerais bien être tout seul quoi. Non mais c'est touchant et c'est vrai, de toute façon c'est clair qu'il y a une vraie volonté en fait d'opposer les deux situations quoi, en fait le monde actuel et le monde dans lequel ces gens-là n'ont plus de place en fait. C'est ça. Parce que c'est déjà cette scène-là de la mort, il dit en fait c'est une visualisation de ce qu'ils attendent tous en fait quoi. Ouais. Alors bon, comment dire, Way of the Gun, on peut plus trop le voir maintenant, c'est un peu le gros souci quoi. Comme tu l'as dit toi-même, t'as sorti le DVD Film Office, ça doit être bien dégueulasse en plus là. Ouais. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que on a quand même un mec un peu chevronné à la photo, parce que c'est Dick Pope. Qui a notamment fait, enfin qui est toujours actif d'ailleurs, qui est un grand directeur photo anglais, qui a fait Dark City notamment, et qui donc fait un très beau travail avec notamment des ambiances nocturnes assez travaillées, tu vois, toutes les scènes sur le parking du motel et tout, et puis des tons ocre, tu vois, vraiment à l'ancienne quoi. D'ailleurs, ce que dit Macquarie, c'est que lui, pour le coup, effectivement, il rend plus hommage à Peckinpah par l'ambiance, par le cadre, que par la mise en scène quoi. Il fait pas du tout un truc. Justement, il veut notamment complètement éviter le ralenti. Il y a pas de ralenti dans le film quoi. Mais effectivement, ça aurait pas mangé de pain de se référer un peu plus quoi. Mais voilà, mais effectivement, oui, c'est un film alors qui quand même a un peu son petit culte, petit culte. Hein, il y reste encore, voilà, mais qui effectivement, oui, n'est pas un truc où tu vas pas trouver d'édition vraiment à la hauteur. Il y avait déjà Joe Kramer aussi. Oui, alors ça, il faudrait en parler un peu, oui, parce qu'effectivement, ça aussi, c'est un des aspects distinctifs du film, quoi. C'est cette musique qui est utilisée assez parcimonieusement, parce que notamment sur les fusillades, il y a pas un brin de musique avant la dernière, en fait, mais qui là aussi est très travaillé avec des ambiances. Bon, je sais pas très bien parler de musique de film. Hein, je sais pas non, mais il y a un joli thème déjà. Voilà, le thème aux castagnettes là et tout. Qui me semble alors ça c'est plus vraiment pour l'action, mais t'as un thème aussi qui est un thème vraiment sur le personnage du bébé en fait. Oui, c'est ça. C'est assez évident parce que des fois il est bien employé et des fois il est pas très bien employé, mais en fait tu vois que c'est toujours des scènes qui concernent le bébé. C'est-à-dire que par exemple il y a ce truc en fait qui est assez étonnant, c'est que tu remarques le thème parce qu'il est assez, pour le coup, s'il y a un truc un petit peu mélancolique et un petit peu comment dire, enfin pas que mélancolique, mais joli, si tu veux, qui ressort en fait ce thème-là, et en fait ils l'utilisent quand ils arrivent à la maternité au début, dans la toute première scène, et tu te dis qu'est-ce que ça fout là, on est dans un truc de plot, c'est un peu bizarre, et tu sens qu'en fait du coup ils se sont dit bon, c'est thématique, c'est pour le bébé, on le remettra plus tard en fait, et à chaque fois que ça concerne le bébé ils le remettent, et effectivement quand des autres scènes ça fonctionne plus ou moins, la première scène c'est un peu étrange quoi, mais voilà, tu sens qu'il y avait déjà, et puis c'est le musicien aussi de Jack Reacher, je crois qu'il a fait d'ailleurs il a fait Rogue Nation aussi, et il s'est fait écarter de Fallout au profit de Lorne Balfe. Pour moi, on a vraiment perdu au change en l'occurrence. Ouais, c'est clair. Je sais pas trop ce qui s'est passé entre les deux d'ailleurs, s'ils ont eu un clash ou quoi, parce que ça a été son musicien attitré en tout cas pendant le. Après, ça participe peut-être de la problématique de justement changer de style en fait, pour être sûr aussi, voilà, si on change pas le réalisateur, mais on change tout le reste. Quoi. Parce qu'ils avaient changé le chef-op aussi sur Fallout, tout ça quoi. Bon, écoute, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on parle peut-être de la scène d'intro?
La scène d'intro, bah alors le truc qui était marrant dans cette scène d'intro, c'est que, alors ça c'est une scène d'intro à la base je crois que c'est sa première impulsion sur le film si je dis pas de bêtises. Ouais, alors ce qu'il dit dans le commentaire audio, c'est qu'en fait, alors c'est un truc qu'il avait conceptualisé il y a très longtemps, avant même d'avoir l'idée de faire le film, parce que c'était par rapport à une situation qu'il avait vécue en vrai, où en fait c'était un truc où il promenait ses chiens, il était avec un ami, il promenait des chiens dans un parc, et en fait dans ce parc-là il y avait des gens qui jouaient au frisbee régulièrement, et il commençait à y avoir une tension en fait entre les joueurs de frisbee et les promeneurs de chiens, et son pote lui avait demandé mais si un jour on se retrouve littéralement à devoir vraiment se friter avec les mecs, qu'est-ce que tu ferais quoi? Et Macquarie avait dit en fait j'irais taper les femmes parce que en fait comme ça on serait probablement défoncé la gueule après, mais au moins ils seraient perdants aussi puisqu'ils devraient rentrer s'occuper de leur femme à la maison toutes blessées quoi. Et donc cette scène d'intro, donc c'est effectivement une scène où ils sont tous les deux, ils sortent d'une boîte de nuit, il y a une file de gens qui attendent et ils s'assiedent sur le capot d'une bagnole, ce qui déclenche l'alarme. Et en fait, le mec à qui appartient la bagnole leur demande de lever leur cul. Ils bougent pas. Et là, c'est la copine du mec, qui est jouée par Sarah Silverman, qui enchaîne et qui commence à les abreuver d'injures, les injurier. Et là, Parker, le personnage de Ryan Phillippe, donc lui réplique en anglais: "Shut that cunt's mouth before I come over here and fuck start her head." Donc là, on est vraiment dans un truc très limite tarantinesque en fait quoi. Et donc elle arrive et donc les deux se ramènent. Tu sais que là, je pense que ce que tu viens de dire, tu peux le traduire parce que personne n'a compris. Ferme la bouche de ta connasse ou je me ramène et je lui défonce ta gueule quoi. Voilà. Et en français dans le texte. En français dans le texte. Je sais plus quelle est la traduction exacte. Mais et elle les abreuve d'injures en mode mon pote, mon copain, il va vous enculer et tout ça, tu vois. Et en fait, au moment où la baston part, il pousse le mec de côté et il met une patate à Sarah Silverman, il lui pète le nez quoi. Et donc après, effectivement, ils se font défoncer la tronche. Ce qui est assez inattendu. Oui. Ce qui est plutôt voilà. Enfin, en plus, je me rappelle que ça avait quand même pas mal marqué les gens à l'époque parce que voilà quoi. C'est pas. Enfin, t'as pas l'habitude de voir une femme se faire taper. Non. Même dans un film d'action, tu vois. Et du coup, enfin voilà, ça avait créé effectivement ce truc. Et alors, moi, la petite surprise à la revoyure, c'est que parce qu'elle était pas très connue à l'époque, c'est Sarah Silverman. Ouais. Ce qui est plutôt un bon choix de casting parce qu'elle est quand même très ordurière à la base, donc ça fonctionne plutôt bien quoi. Mais par contre, je trouve que tu vois en fait ce que lui balance en fait, c'est que c'est une vraie idée de scénariste en fait. Ouais. Je sais pas s'il l'aurait vraiment pratiqué dans la vie. Voilà. Mais il disait qu'en fait et à la base dans son esprit c'était pour faire une sorte de bande-annonce du film à venir en fait quoi. Et notamment le fait que voilà les types se font péter la gueule à la fin, mais ils sont un peu gagnants quoi quelque part. Et il avait même l'idée d'un truc, c'est genre oui on va mettre 65 chansons en 3 minutes ou je sais pas quoi. Bon finalement il l'a pas fait, mais voilà. Mais ça donne. Mais là encore je pense que c'est aussi un truc qui participe à derrière jouer la surprise parce que du coup ça te pose une ambiance et un ton pour la suite qui n'est pas forcément ce qui va être derrière quoi. Que ça va pas du tout être un truc très verbeux, très ordurier comme ça quoi. Ça te en fait voilà ça te donne c'est un peu une sorte de misdirection en fait quoi tu vois mais ça te présente les personnages quand même. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois comment les mecs fonctionnent, tu vois comment ils sont plutôt finalement assez malins dans leur truc parce que leur idée principale c'est de se sortir de la situation aussi quoi. Tu vois. Bon, merci Mathieu. Merci Stéphane. On a un peu fait le tour de Way of the Gun qui est un film que finalement assez difficile à trouver effectivement, puis je crois que le Blu-ray en plus américain il doit être zoné ou un truc comme ça donc c'est possible, je sais même plus qui l'a sorti parce que le film a été produit par Artisan. C'est chez Lionsgate maintenant. C'est chez Lionsgate, c'est ça. Ouais. Bon, donc voilà. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci à vous tous qui nous suivez. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux habituels, c'est-à-dire Facebook, Twitter, Instagram, tout le tralala quoi. Et puis en fait on se retrouve la prochaine fois avec un prochain film. Merci. Merci, au revoir.